Bonjour, je suis Nathalie Mauclair, je suis championne du monde de trail en 2013 et 2015, victorieuse des grandes courses comme la Diagonale des Fous et l'UTMB, et je suis très contente d'être aujourd'hui avec vous sur Athlètes Mondiaux. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlètes qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Mauclair, double championne du monde de trail en 2013 et 2015. Nathalie a également été 4 fois championne du monde de trail par équipe. Elle a remporté de nombreuses autres courses prestigieuses comme l'UTMB, le Marathon des Sables et la Diagonale des Fous. Et pourtant, Nathalie a commencé le sport de haut niveau à 40 ans. C'est en effet le jour de ses 40 ans qu'elle a couru son premier marathon suite au défi lancé par un ami. Elle découvre alors son potentiel et le goût de l'effort. La suite, je la laisse vous la raconter. Voici ma conversation avec Nathalie Mauclair. Bonjour Nathalie, bienvenue sur le podcast. Bonjour Mathilde. Alors ce podcast s'appelle Athlètes Mondiaux parce que je donne la parole à des athlètes du monde entier. Ça m'intéresserait de savoir quelle est ta définition du mot athlète. Depuis quand tu te considères comme une athlète ? Alors, je me considère comme une athlète depuis que j'ai commencé à courir. J'ai commencé à courir en 2010 et comme très vite j'ai basculé dans une pratique intensive et en devenant championne du monde 3 ans après, je dirais quand même que pour moi, c'est quand j'ai été sélectionnée en équipe de France de trail où là, c'était plus une pratique personnelle, mais ça devenait une pratique de plus grande envergure et c'est là que je me suis considérée comme une athlète. Et c'est quoi une athlète pour toi ? C'est quelqu'un qui est passionné par son sport, par sa discipline, qui essaie de donner le meilleur de soi-même pour elle-même et justement pour la nation en fait, de venir courir pour le maillot bleu blanc rouge. C'est quand même assez cool. Et c'est cette dimension en plus qui pour moi apporte la précision du terme athlète. Pour moi, si je suis juste sportive régulière, mais sans courir pour l'équipe de France, ça enlève. Je suis pas tout à fait athlète. Je sais pas si les gens qui écouteront auront tous la même définition, mais c'est intéressant d'avoir la perception de chacun. Et toi, pourtant, si j'ai bien compris, t'as pas commencé le sport intensif à un jeune âge. Toi, le sport est arrivé sur un tard. Oui, exactement. C'est arrivé pour mes 40 ans. Donc la petite histoire, c'est je fêtais le nouvel an avec mes amis, le nouvel an pour l'année 2010 et j'ai un de mes amis, j'avais fait un petit peu de vélo à la trentaine, mais autrement je me considère comme non sportive. Quand j'étais adolescente au lycée, je me faisais dispenser de sport. Après j'enchaînais la vie professionnelle et à 30 ans, je m'étais acheté un VTT, j'avais fait un peu de VTT de façon régulière et puis après je m'étais blessée, j'avais chuté et après j'ai repris ma vie un peu traditionnelle d'une ménagère de 30 ans qui quand même faisait encore 1 ou 2 petits footings d'une demi-heure par semaine pour se maintenir en forme, mais rien de plus. Et mon ami me dit mais avec ce que tu as fait en vélo il y a 10 ans, je pense que tu pourrais courir le marathon que j'ai prévu de faire cette année avec moi. Et je lui demande c'est où? Donc il me dit le Mont-Saint-Michel. Et moi j'habite Le Mans, donc le Mont-Saint-Michel c'est pas très loin, puis on a tous une représentation quand même du Mont-Saint-Michel. Alors je me dis dans ma tête ça fait OK. Et après je lui dis c'est quand? Et en fait c'était le 9 mai 2010 et c'était le jour de mes 40 ans. Et ça fait qu'un tour et je me suis dit waouh, passer une dizaine en courant un marathon, trop bien. Du coup j'ai dit OK, je serai avec toi. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai démarré la prépa, j'ai adoré. Et le marathon s'est très bien passé je l'ai couru en 2h54 avec 4 mois de préparation. En fin d'année, j'ai fait le championnat de France de marathon. C'était Nice-Cannes que j'ai remporté en 2h49. Et puis en fait, j'avais mordi à l'hameçon et voilà. Et comme par rapport à mon passif de VTTiste, j'avais plus d'envie de basculer sur le trail, donc après j'ai basculé plus sur le trail. Ok. Si c'est pas indiscret, pourquoi tu te faisais dispenser de sport ? C'est parce que ça te plaisait pas le sport ? J'aimais pas le sport.
C'est J'aimais pas incroyable. le sport et j'aimais pas sentir mon corps bouger. Ah oui, ouais, c'est incroyable. Hein. J'ai fait le grand écart entre 15 ans et 40 ans. J'aimais pas sentir mon corps bouger, j'aimais pas être en sueur, j'aimais rien de tout ça. Et bizarrement, j'y suis revenue bien longtemps après. Et du coup, j'ai rééchangé avec un prof de sport que j'avais à l'époque. Et je me suis dit, bah peut-être que tu avais semé une petite graine, hein, tu vois, c'est pas vain, elle a poussé bien longtemps après. Mais Et donc là, quand tu t'y es remise ou quand tu t'y es mis sérieusement, t'as eu ce goût de l'effort. oui, vraiment. Après, je pense que je l'avais déjà dans mon boulot, quoi, dans ma façon de vivre. Mais là, du coup, l'appliquer au sport, c'était super gratifiant, puisque tu pars pour une séance, donc tu fais ton petit échauffement, tu fais le cœur de séance, tu rentres, t'es content de toi, t'as peut-être amélioré ton chrono. Donc en fait, à chaque sortie, tu peux être fier de ce que t'as fait. Donc moi, il y avait ce côté gratification et bonus quasi immédiat, quoi. Donc Ouais. ça, c'était chouette. Et ce qui est drôle, c'est que tu as eu des succès sur des terrains particulièrement difficiles, où il y a beaucoup de dénivelé, alors que moi je suis pas du Mans, mais je pense que C'est c'est pas plat. vraiment connu pour le dénivelé. Non, c'est clair. J'ai bien aimé cet effort là de la persévérance. Je regardais le haut de la montagne et je me disais allez, tu vas pas m'avoir, j'arrive. Ouais, c'était vraiment des petites phrases qui me revenaient comme ça en boucle. Et puis pour compenser le manque de dénivelé, je faisais beaucoup de vélo aussi pour compléter ce qu'on appelle l'entraînement croisé. Et ça, je pense que c'était vraiment complémentaire. Et puis après, c'était des côtes à répétition et puis du renfort pour compenser justement les travails spécifiques dans les descentes. Bon, ça n'a jamais été mon point fort, hein, les descentes, puisque je manquais de pratique. Mais j'ai progressé. J'ai progressé grâce à l'hypnose. Je suis allée chercher des ressources plus du côté mental pour compenser en fait un manque de physique. Au départ, j'avais peur dans les descentes, donc j'hésitais à poser mon pied, est-ce que c'était le bon caillou et tout ça. Et en faisant de l'hypnose, j'ai réussi à lever mes peurs et à être plus détendue. Et du coup, là, j'ai assez vite, je me suis rendu compte que je gagnais du temps. Et après, c'était le cercle vertueux qui s'est mis en place. Et ouais, il faut pas toujours croire qu'il faut avoir le bon terrain. Alors ça, c'est grâce à mon métier d'infirmière, puisque je suis infirmière et donc pour moi c'est évident que l'être humain c'est un tout, c'est du physique, c'est le physique et le mental et je suis pas forcément toujours allée chercher des solutions vers là où les coureurs d'une façon générale vont plus prioritairement en se disant faut que j'aille faire un stage en montagne parce que j'ai pas de dénivelé à côté de chez moi et du coup faut que j'aille en montagne. Moi, c'était pas tout à fait ma priorité parce que je travaillais, fallait que je m'entraîne beaucoup et la montagne, elle est à 5 heures, c'est le Massif central. Donc, ça veut dire que j'avais déjà 5 heures de route aller sur un week-end, 5 heures de route. Donc, ça me générait beaucoup de fatigue et j'ai fait le choix, en fait, de m'entraîner chez moi en ayant un programme soutenu, mais qui a payé. Mais physiquement, tu dois avoir des qualités. Évidemment, le talent physique suffit pas, il faut du travail, il faut du mental, etc. Mais peut-être qu'on n'en avait pas conscience, mais le talent physique, il est là quand même. Oui, ça c'est clair, ça c'est clair. Oui, je peux pas le nier quoi. En fait, j'avais tout ça qui était en sommeil en moi et je remercie tout le temps mon ami. Quoi, de toute façon, j'ai l'occasion de façon régulière de pouvoir parler de lui. Et je lui dis mais tu as changé ma vie quoi. Si tu m'avais pas proposé ce défi, en fait. Je l'aurais peut-être jamais fait, quoi. J'aurais jamais couru un marathon et je me serais jamais rendu compte que j'avais ce potentiel en moi que j'avais pas exploité et tout ce que ça a pu m'apporter au niveau de la découverte personnelle, mais aussi ouverture au monde, quoi. J'avais la croyance que la vie en fait c'était comme dans un tunnel et du coup fallait être bonne élève, bonne professionnelle et attendre jusqu'à la retraite et après seulement on pouvait vivre. Et en fait le sport qui arrive à 40 ans mais c'était magique. Je me suis rendu compte qu'on pouvait faire plein de choses. Ça c'est venu bousculer beaucoup de croyances que j'avais en moi. Et c'est dingue de se dire qu'il y a peut-être des gens qui font pas de sport non plus et qui Oui. ont un talent qui peut-être qu'ils exploiteront jamais. Que ce soit dans le sport ou dans autre chose, que ce soit le dessin, quoi, tout ce qui est art, où on peut aller s'exprimer librement et par méconnaissance en fait, et manque d'opportunités. Et puis des fois aussi rester enfermé dans ses croyances limitantes, parce que j'aurais pu aussi me dire, bah non,
Un marathon, non mais tu rigoles, j'ai jamais fait, je vais pas y arriver. C'est la réponse un peu facile aussi qu'on peut avoir. Et moi j'ai dit non, je tente. Et l'objectif de ce premier marathon, c'était quoi? C'était de le finir ou il y avait déjà un objectif chronométrique? Alors, à partir du moment où j'ai commencé la prépa, je m'étais mis un objectif chronométrique, oui. Mais il a évolué. J'avais pris un plan au début de 3h30, ce qui était déjà assez ambitieux pour un premier marathon. Et quand on fait le semi à mi-parcours, je l'ai couru en 1h24. Et je me dis, je peux peut-être descendre un peu. Du coup, je me dis, allez, objectif 3h15. Et puis le matin du marathon, je dis rien à personne et dans ma tête, je me dis allez, je le fais en 3 heures. et ça l'a fait. Et ça l'a fait. Donc bon, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire. On est d'accord, mais ça a marché pour moi. Donc t'es parti plus vite que que ce qui était prévu. Tu dirais que ça montre quelque chose de ton attitude en course, de ton état d'esprit en course, le fait de partir plus vite que ce qui est prévu, de peut-être doser un peu plus. Ouais, c'est sûr que ça serait peut-être même un défaut de partir trop vite, mais c'est aussi c'est une qualité parce que c'est jouer en fait, c'est essayer de jouer avec ce potentiel et se dire allez là je me sens bien. On verra bien après, mais bon, des fois ça m'a coûté aussi, des déboires, on va dire, mais ça m'a quand même servi quelques fois aussi. Et où au Mondiaux 2015, j'étais en avance sur ma prévision de course, quoi. Et en fait, j'avais les jambes et je me dis je vais peut-être pas ralentir quand même, ce serait dommage, quoi. Du coup, je l'ai fait comme je l'ai senti et j'ai bien fait, quoi. Donc on peut, comme moi, du coup, je tire pas de conclusion systématique. Je pense qu'il faut profiter de l'énergie et du moment présent. Bon, j'ai quand même appris sur les ultras qu'il fallait pas partir trop vite, donc après je me mettais une limite de temps au kilo. Qu'il fallait pas que je cours mon kilomètre trop rapidement parce que effectivement autrement à la fin des 160 bornes il manque un peu d'énergie. Mais sur des courses jusqu'à 80 km, je me suis autorisée à jouer et ça m'a plutôt rendu service. À partir de quand t'as eu un entraîneur, si t'en as eu? Alors j'en ai eu un, mais alors j'ai commencé à courir en 2010. Au tout début sur le marathon, je me suis fait accompagner par Dominique Chevelier, donc qui a des records sur marathon, qui habite la Sarthe. Donc du coup c'était le côté facile. Et dès que j'ai basculé sur le trail, en fait, il a plus été mon entraîneur, on va dire. Et après, j'ai réussi à faire mon programme seule et j'avais mon conjoint qui était en support, en fait. Lui, il était passionné d'athlé et du coup, il a beaucoup contribué aussi à tout ce que j'ai fait. Et en fait, le souci en fait de m'entraîner seule, c'est qu'après, j'avais presque établi un protocole. Le protocole du succès de Nathalie Mauclair. Sauf que ça marche pas parce qu'au bout d'un moment le mental il en a marre de toujours faire les mêmes séances, le physique en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un biais à ça et que la recette qui avait marché pour quelques courses, au bout d'un moment en fait fallait la changer parce que le corps il a besoin que ça change et le mental il a besoin d'être stimulé tout le temps. Et c'est là où j'ai fait appel à Philippe Propage qui était le sélectionneur de l'équipe de France, mais c'était qu'en 2016 en fait. Donc j'ai fait en fait la plus grosse partie de ma carrière sans entraîneur. Ok. Est-ce que tu as fait des erreurs de débutante au début? Peut-être quand tu t'entraînais seule? La première année, j'ai commencé par, comme tous les débutants, j'ai découvert que j'avais un potentiel, que j'avais énormément de plaisir, donc je faisais que courir tout le temps, sauf que je m'autorisais pas de temps de récup, que je faisais pas de renfo, quoi. Du coup, je faisais que courir. Et à la fin de l'année, après le marathon de Nice-Cannes, là, j'ai fait le marathon, j'avais mal à la fesse. Et je m'étais dit, je m'arrête 2 semaines et puis je repars. Et en fait, ça n'a pas fonctionné comme ça. J'ai dû m'arrêter tout l'hiver pour arriver en avril dans un cabinet. Donc j'ai fait ostéo, kiné, radio, IRM, quoi. Tout l'hiver, c'était compliqué. Pour arriver en avril dans le cabinet d'un médecin rééducateur qui me dit ah non mais le bas du corps c'est nickel, mais le haut il y a rien du tout, quoi. Et du coup ça fait un point de fragilité, un point de tension, et j'avais une tendinite du moyen fessier. Donc il m'a briefé pour que je mette en place des étirements, du renforcement musculaire,
Et j'ai gardé ça en fait pendant toute ma carrière et encore maintenant. Et je pense que c'est ce qui a contribué à ce que je me blesse quasiment pas par la suite en fait. J'étais tellement déçue de ça et de me dire c'est dommage quoi. En fait, c'est par un manque d'avoir pris soin de moi. Donc après j'étais très assidue sur tout ça. Et est-ce qu'il y a des conseils que tu aurais aimé qu'on te donne à l'époque qui t'auraient peut-être fait gagner du temps si t'avais su? Alors sur cette première année, oui, si on m'avait dit c'est bien tu cours, mais faut penser à faire des étirements et du renfort. Et après globalement, non, j'ai pas eu le sentiment de manquer de beaucoup de choses. Je dirais que c'est aussi par une de mes qualités, je suis quand même plutôt curieuse. Je regardais beaucoup ce que les autres faisaient, quoi, ou ouais, je me documentais. Et du coup, je testais, que ce soit sur la nutrition, et après, j'avais pareil, j'avais acquis mes petits réflexes. Et c'est ce qui m'a permis de progresser et de réussir. On n'aura pas le temps de revenir sur tous tes exploits, mais est-ce que déjà tu peux nous parler un peu de ta palette? Là, t'as parlé du marathon, d'ultra, sur quel type de terrain t'as brillé? Alors du coup, il y a eu pour commencer la première année le marathon. Après, j'ai basculé sur le trail et essentiellement des trails de 80, environ 80 km et après les ultras. Donc les championnats du monde, c'est sur format 80 km et environ 5000 mètres de D+. Donc ça, j'aimais bien ces formats-là. Et je crois que comme j'avais peur d'à nouveau me blesser, assez rapidement, je me suis dit je vais tenter l'expérience de l'ultra. Et dès 2013, en fait, je me pose pour objectif la Diagonale des Fous à La Réunion, que je remporte. Et j'ai découvert une autre dimension en fait de la course. Parce on part pour un effort qui est tellement long, faut qu'on aille chercher tellement de ressources à l'intérieur de soi que je suis sortie de là, j'étais grandie quoi, j'avais trouvé une nouvelle Nathalie, des nouvelles ressources et c'est pour ça après je pense que j'en ai fait un peu trop parce que du coup je suis de naturel gourmand pour la nourriture mais je pense que je suis un peu gourmande de la vie aussi donc Du coup, voilà. Mais ça m'a permis de faire des expériences super. Donc la Diagonale des Fous que j'ai remporté 2 fois, l'UTMB je l'ai couru 2 fois, je l'ai remporté 1 fois. Je suis allée faire des podiums aux États-Unis sur la Western States et la Hard Rock. J'ai remporté le Marathon des Sables et le dernier ultra que j'ai remporté c'est l'ultramarin, c'était en 2019 et c'est le tour du golfe du Morbihan. Donc là, c'est tout plat. Et ma petite fierté, c'est j'étais la première féminine à avoir couru en moins de 20 heures. Bon, depuis, je suis plus la première, je suis la deuxième. Mais voilà, c'était ma dernière grande fierté en fait. Je suis toujours impressionnée par les athlètes qui sont capables de faire ce que tu fais parce que évidemment c'est dur physiquement, mais je me dis vraiment que le plus dur, ça doit être dans la tête. De réussir à tenir quand ça dure des heures et des heures et des heures. Je sais pas comment vous faites. Est-ce que tu as déjà des facilités pour ça à la base? Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé? Alors, comme j'ai allongé les distances progressivement, en fait, quand j'avais couru le marathon, bon, j'étais fatiguée, mais j'étais pas HS, je vais dire. Du coup, après, j'ai fait les 80 km et c'était un peu pareil. Donc, c'était vraiment aller tester un peu, aller chercher mes limites aussi. Donc, c'est un peu ce que je recherchais. Et après, maintenant, il existe aussi des trails qui font un 300, qui font des distances encore bien plus grandes. Et pour autant, j'y suis jamais allée parce que je pense que déjà 160 km quand je rentrais, bon j'étais quand même là, je pense que c'était un peu ma limite pour conserver le plaisir de l'effort et sentir grandi par l'épreuve, c'était déjà bien. Après j'avais peur d'être trop épuisée et de rentrer en trop profondément. Peut-être une croyance limitante, mais bon, enfin j'y suis pas allée. J'y suis pas allée. Et moi c'est ça qui m'a animée, c'est aller tester et aller chercher les ressources que j'avais en moi et voir jusqu'où je pouvais aller tout en gardant du plaisir et en étant fière de ce que j'avais réalisé, ouais. Et à quoi tu t'accrochais dans les moments durs? Alors j'avais la chance que alors je vais parler de mon mari, il est décédé il y a 5 ans, mais bon, il a tellement compté pendant toutes ces ailleurs aussi, mais aussi pendant ces années où je courais, donc je suis amenée à en parler souvent. Donc en fait, mon conjoint venait avec moi sur les courses et faisait les ravitaux. Donc en fait,
Je partais pas pour 170 kilomètres, mais je partais pour 30 kilomètres, puisqu'après, je savais que j'allais le voir avec mes enfants. Du coup, on se voyait vite fait, bien sûr, mais hop. Et après, je repartais de nouveau pour peut-être 25 kilomètres. Entre-temps, il y avait peut-être un ravito où il serait pas là, mais du coup, ça me faisait des étapes. Et en fait, à chaque fois, l'ultra, il était découpé en plein de petits morceaux pour faire la distance totale. Et ça, c'était très important. Et puis après aussi, je me suis rendu compte que j'avais mis ça en place assez naturellement. J'avais mis en place un discours positif en me disant, je faisais un check. Je me disais, ouais, t'es fatigué, mais bon, est-ce que t'as bien mangé? En général, oui. Est-ce que t'as bien bu? On va dire oui. Et si j'avais pas bu, du coup, je buvais. Et puis après, je me disais, t'as mal aux jambes? Bah oui. Mais ça fait 20 heures que tu cours. Bah oui, c'est normal. Bah oui. Quoi, je déclinais plein de choses comme ça. Et après, je disais, bon, du coup, et pourquoi t'es là? Bah, pour aller au bout. Bah, du coup, il te reste un petit bout de chemin. Et après, je me disais, bon, allez, on va pas voir l'arrivée, on va regarder c'est quand le prochain ravito. Oh, bah, c'est dans 5 kilomètres. Mais 5 kilomètres, en fait, c'est super facile. Je fais ça tous les jours à l'entraînement. Je me représentais les 5 kilomètres que je connaissais. Et du coup, j'allais jusqu'à ce ravito. Alors, soit il y avait mon conjoint ou soit c'était un ravito avec des gens, mais le fait d'arriver, de se poser quelques instants, de manger, de discuter, en fait après ça y est, c'était passé et voilà, j'étais revenue focus sur l'objectif, quoi. Donc ça c'était une vraie ressource mentale. Après sur les douleurs, parce qu'il y en avait, bah fallait réussir à faire avec, modifier la posture si c'était des ampoules, quoi. Mais en vrai, j'ai jamais trop eu de bobos, je dirais. Sans doute parce que t'étais bien préparée, du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Et une fois que l'effort était terminé, combien de temps il te fallait après pour te projeter vers l'événement suivant? Est-ce que dès le lendemain, tu te disais, oh, c'est quand la prochaine compète? Bah, en fait, comme j'établissais mon planning de course, quoi, je le fais toujours d'ailleurs en novembre-décembre, pour qu'est-ce que je me mets au planning l'année prochaine. Du coup, je savais ce qu'il y avait après. Okay. La difficulté, c'était quel temps je m'accorde pour récupérer et pouvoir repartir à l'entraînement. Donc en fait, souvent il y avait une semaine où je faisais rien. Après, je faisais une semaine où je refaisais du sport porté, de la natation, du vélo. Et puis quand je me sentais prête, en fait, je repartais en courant pour courir. Et oui, voilà. Quand tu te réveillais le lendemain d'un effort comme ça, physiquement, c'est quoi les sensations quand on se réveille le lendemain? Alors en fait, la première année où j'ai pris le départ de la Diag, de la Diagonale des Fous, j'ai dit à ma famille, je dis mais en fait je sais pas comment ça va se passer après, quoi. Donc j'ai dit peut-être que je vais rester couchée, faudra pas m'en vouloir. C'était vraiment l'inconnu et je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en vrai c'était incroyable parce que en fait on demande à notre corps tellement d'efforts et d'énergie pour courir tous ces kilomètres. Donc j'avais fait la Diag en 28h45, donc ce qui était un très bon temps. Et en fait, tu peux pas appuyer sur le corps et il n'y a pas de bouton qui dit repos. Maintenant, c'est repos. Du coup, on a dû faire un tas d'hormones, un tas d'énergie et il me fallait un certain temps pour redescendre. Donc en général, on rentrait, je rentrais, je me douchais, je me couchais. Et en vrai, je faisais que des petits cycles de 1h30. Parce qu'après, je me tournais dans le lit, du coup, je chantais mes courbatures. Et du coup, après, mon cerveau, il était en ébullition. Hein, donc, du coup, il y avait de nouveau 1h30 à attendre pour pouvoir se rendormir. Quoi, il y a le sommeil. Je mettais une bonne semaine à retrouver un cycle de sommeil normal, en fait. Et puis, il y a le côté aussi nutrition, parce qu'en fait, on a tellement, même si on s'alimente, on est quand même en dette de calories, quoi. Et en fait, je boulottais tout ce qui passait sous la main. Hop, 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 j'arrêtais pas de manger. Et pareil, ça mettait un petit temps pour se réguler, quoi. C'est des apprentissages, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a des lignes, entre guillemets, de ton palmarès qui te rendent particulièrement fière? Oui, 2 titres de championne du monde, oui, ça c'est quand même assez magique. Parce que même si on prend le départ de grandes courses, quand c'est les championnats du monde, déjà il y a chaque nation qui amène leurs meilleurs athlètes, quoi. On n'est pas là par hasard, quoi. Et il y a quand même un niveau d'exigence en plus, quoi. Et moi je me préparais jamais aussi bien que sur les courses des championnats du monde, quoi. Il y avait un petit truc en plus.
Et au niveau concentration, ouais, franchement, les championnats du monde, c'est le top, quoi. Pour moi, c'est le Graal. C'est la magie du maillot dont tu as parlé Ouais, dans certaines interviews. ouais. Et je pensais pas être sensible à ça parce que pour moi, ça reste une course, quoi. Et je l'ai découvert. Alors, c'était pas sur une course de championnat du monde, mais en fait, c'est les championnats du monde de trail, c'est une année sur deux. Et du coup, c'était une année où il y avait pas de championnat du monde. Et en 2012, du coup, j'étais déjà sélectionnée. On est allé faire Sierzinal en Suisse et on était habillés, par contre, avec notre maillot parce que c'est un déplacement équipe de France avec notre maillot équipe de France. Et sur le bord du chemin, il y a un monsieur, donc moi je l'ai pas très connu encore, et il dit allez la France. Et là dans ma tête, ça fait tilt quoi. Et je me suis dit bah oui, effectivement, tu cours pas parce que t'es Nathalie, tu cours pas pour ton sponsor, tu cours parce que tu représentes la France. Et là, c'est vraiment là où j'ai pris conscience qu'il y avait une autre dimension. Je remercie ce monsieur. Et après, du coup, ouais, la préparation, tout était plus grand quand c'était une course de championnat du monde. J'ai eu 2 titres en individuel et j'ai eu 4 titres en équipe. Et les 2 fois où c'est pas moi qui avait remporté la médaille d'or, en fait, il y avait cette dimension effectivement du collectif. Ok, je suis pas première, mais là, du coup, faut aller gagner des points. Dans ce cadre-là, en fait, on est toujours 6 filles et le temps, il est calculé sur les 3 meilleures. Et mon challenge, c'était bon, tu es pas là pour faire de la figuration, donc tu cours pour être dans les 3 meilleures. Donc ça, j'ai toujours réussi. Et la dernière fois, c'était au championnat du monde au Portugal, où je suis tombée en début de course. Je m'étais fracturé des côtes. Et donc ça, c'était à 25 km de course et ça faisait 80 km. Au dernier ravito, je crois, ça commençait à être difficile. Et Philippe Propa, je lui dis je crois que je vais m'arrêter, j'ai trop mal. Et là, il me dit bah oui, mais si tu t'arrêtes, on n'a pas de médaille d'or quoi, parce qu'il y a les Espagnols qui sont juste derrière. Et là, dans ma tête, ça fait qu'un tour. Je me suis dit mais non, mais j'ai pas fait toute cette préparation là. Déjà, je vais pas être championne du monde individuelle. Je vais pas arrêter pour du coup ne rien avoir du tout. Donc du coup, je suis repartie et on a réussi à remporter le titre par équipe, mais je crois on avait juste 20 minutes d'avance sur les 3 temps cumulés. Donc oui, ça apporte quelque chose en plus de courir pour l'équipe. Surtout quoi, je dirais surtout si on n'est pas la première, parce que quand on est la première, c'est tout bonus en fait, on est sûr de tout avoir. Mais pour la 2 et la 3, pour moi, c'était super important. Est-ce que tu avais des types de parcours ou de surfaces sur lesquels tu sentais que tu étais plus à l'aise? Où il y a beaucoup de cailloux et tout ça, là c'est pas là où je suis la meilleure, parce que vu là où je m'entraînais, mais là où je suis le plus performante en fait, c'est tout ce qui est donc les montées, je suis plutôt bonne, et tout ce qui est faux plat en fait, faux plat montant, comme c'est là où je m'entraîne, où je fais le plus d'exercices, en fait, j'arrive à courir et à relancer. Même s'il y a une petite côte, en fait, ça me fait pas peur, mais parce que c'est quelque chose que je travaille au quotidien, en fait. Donc ça, oui, c'était mon terrain le plus favorable. Pareil, au championnat du monde en 2015, j'étais 2e de la course. Et après un ravito, en fait, je vois donc c'était Caroline Chavreau, donc du coup qui a fini 2e, qui était juste devant d'un faux plat montant, et elle, elle marchait, et moi j'ai dit trop bien, c'est ce que je sais faire. En plus à ce moment-là c'était sur du goudron, donc moi c'est bon, je connaissais tout ça, et du coup ça m'a donné une pêche d'enfer, et c'est à ce moment-là où je suis passée devant. Bon après il y avait encore beaucoup de cailloux et beaucoup de descentes, donc du coup j'ai mis un maximum d'énergie pour essayer de rester devant, et ça a tenu, mais bon je suis arrivée qu'avec 2 minutes 30 d'avance quoi, elle était juste derrière quoi. Heureusement que j'ai rien lâché. Mais ouais, du coup, je pense que mon terrain qui est favorable, c'est ça, c'est pas trop accidenté, où on peut relancer et avoir une foulée qui déroule quoi. Quel rôle joue la marche dans ces courses-là? Alors du coup, oui, on marche, surtout quand il y a du dénivelé. En fait, il y a des endroits où on peut pas courir. Et le but c'est quoi? Moi, ce que je me fixais comme objectif, c'est ok, tu marches, mais bon, tu fais de la marche active quoi. Et du coup, si ça monte beaucoup, je prenais les bâtons et du coup bien pousser sur les bras pour essayer de gagner de l'énergie et donner le plus d'élan possible. Mais en fonction du dénivelé, oui, on peut marcher un certain temps. Si on regarde, alors j'ai plus les chiffres précisément en tête, mais si on prend la moyenne en kilomètre-heure sur la diagonale des Fous, je crois qu'on est à 6 km/h. Donc on peut se dire c'est juste de la marche. Sauf qu'en vrai, si tu fais que marcher, tu fais pas 6 km/h. Oui.
Est-ce que tu penses que l'âge est moins problématique, moins un facteur de baisse de la performance plus on augmente les distances? Oui, effectivement. Je pense que c'est ce qui nous permet de, même si on est plus âgé, du coup on a moins besoin d'être rapide, donc du coup on peut tenir plus longtemps. Donc oui, c'est un facteur de tenue dans le temps. Mais après, si on regarde les trailers de maintenant, ils sont quand même bien jeunes. Hein. Donc je pense que ça se travaille aussi, quoi. Tu penses que si tu avais commencé ta carrière 20 ans plus tôt, t'aurais fait la même carrière? Moi, je pense que c'était bien. Je pense que c'était bien comme c'était. Je pense qu'à 20 ans, j'aurais pas fait ça parce que c'était pas le bon moment. Ok. Là, en vrai, c'est arrivé. Professionnellement, j'avais mon boulot, tout ça. Personnellement, j'avais ma maison, mon mari, mes enfants, quoi. En fait, j'allais presque avoir du temps à rien faire, donc donc c'est super. Je pense, moi j'ai plutôt cette vision-là des choses, c'est que c'est parce que c'est arrivé au bon moment que j'étais disponible pour faire ça que j'ai pu réussir. Et malgré tout, le fait que je commence à 40 ans, pour moi, c'était plutôt, j'avais encore de la jeunesse sportive, qu'en fait, tout ce que je faisais, c'était nouveau. J'étais pas lassée des entraînements. Et j'étais pas lassée du milieu parce que je découvrais tout, donc tout était bon, tout était bien à prendre. C'était bien comme ça. Tu disais que du coup ça t'a permis d'occuper du temps. En termes horaires, l'entraînement représentait combien d'heures par semaine? Alors quand j'étais sur les grandes compétitions, sur les ultras, je faisais une vingtaine d'heures d'entraînement actif par semaine, plus un peu de renfo, plus un peu d'étirement. Et je bossais à 70%. J'étais cadre de santé, donc je travaillais dans une structure de soins. Donc il fallait réussir à caler le boulot, le sport et un petit peu de vie perso aussi. Donc ouais, les minutes étaient comptées et en vrai, maintenant que je suis sortie quand même de ce schéma-là, moi-même je me dis mais comment j'ai fait, quoi. Mais au moment où j'y étais, c'était évident et c'était simple. J'ai pas de souvenir en disant comment les gens ils disent, c'est des contraintes, c'est Sacrifice. j'ai plus le mot. C'est et du coup moi j'ai pas vécu ça comme quoi. Oui, c'est des contraintes, mais c'était du plaisir avant tout, quoi. C'était jouer avec le temps, quoi. J'aime bien cette notion de jeu, en fait. Ça dépend comment tu intègres tes ingrédients là, et si tu fais tu mets les bons ingrédients, bah tu sors un beau gâteau. Ouais. Et du coup c'était ça. De sacrifices. Tu fais beaucoup de sacrifices. Ben non, moi je faisais pas des sacrifices. C'était ma vie qui était comme ça et je me sacrifiais pas pour mon sport. Mais t'avais la chance que ta famille te suive. Oui. Ça c'est une vraie chance. C'est indéniable. J'ai jamais eu à me justifier de dire ah bah là faut que j'aille courir. Ah bah là on peut pas aller à la fête de famille parce que je sais pas. En fait, j'ai jamais eu à me justifier, j'étais soutenue à 200%. Donc ça c'était très déculpabilisant. Et maintenant mes enfants sont grands et je leur ai posé la question, je leur ai dit est-ce que vous avez le sentiment d'avoir manqué de maman quand vous étiez petit? Ils ont dit non, parce qu'en fait t'étais là tous les jours, quoi. J'essayais toujours de garder ou la petite histoire du soir ou un petit jeu de société, et le week-end de leur consacrer un peu plus de temps. Et en vrai, ils s'en plaignent pas. Donc c'est possible, c'est possible. Après, ils ont vécu autre chose. Hein. Ils ont vécu des voyages. Ils ont passé beaucoup de temps aussi sur le bord des chemins. Bon, pour autant, ils sont pas sportifs maintenant, mais peut-être que ça viendra à 40 ans. C'est ça. C'est quoi les conditions les plus extrêmes dans lesquelles t'as couru? Alors il y a deux situations. Donc il y a le marathon des sables, donc dans le désert à 40 degrés, avec du vent, du soleil, tout ça. Et après, quand j'ai fait la hard rock, où j'ai couru à plus de 4000 mètres d'altitude, et pour quelqu'un qui habite en Sarthe, c'était compliqué. Alors autant dans le désert, je m'en suis très bien arrangée, parce que je pense que pareil, tout en habitant là, j'ai quand même un potentiel à courir quand il fait chaud, et ça s'est bien passé. Autant courir à 4000 mètres d'altitude, je courais pas d'ailleurs, je marchais, parce que je devais manquer de globules, quoi, je manquais de ressources, et ça a été difficile. Et tu t'étais préparée pour ces conditions-là dans les deux cas? Pour le Maroc, j'avais fait un stage, donc je m'étais déjà plus ou moins acclimatée, j'avais expérimenté. Pour la hard rock, comme sur les autres courses, on arrivait 2 semaines avant pour le temps de s'acclimater et que ça suffisait, je me suis dit que ça allait suffire, mais non, ça n'a pas été suffisant.
Alors qu'on était hébergés, oui, on a dormi à plus de 3000 pendant les 15 jours, quoi. Je me disais, le corps, il va s'adapter, mais en fait, il y avait trop d'écart. L'écart était trop important. Et ça t'est arrivé de craindre pour ta vie? Sur la Hard Rock, ouais, ils avaient annoncé qu'il y avait souvent des orages vers 16h. Et oui, il y a eu un gros orage de grêle, j'étais au milieu de la forêt, ça pleuvait de partout. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de croiser un autre coureur et du coup on s'est soutenus et ouais, c'était quoi. J'ai pas eu peur pour ma vie, mais c'était quand même très inconfortable quand même, et de se dire les éléments, ils sont pas, c'était particulier. Après non, pas trop. Globalement non. Et est-ce qu'il y a certains parcours qui sont tellement impressionnants que ça peut déstabiliser un peu ou faire peur ou créer de l'appréhension? Alors comme moi je travaillais bien mes courses et que globalement je me renseignais sur internet, je regardais des vidéos, je lisais des comptes rendus de courses, tout ça. Je savais déjà où j'allais, même si j'étais pas allée faire de recos. Donc je veux dire non, ça j'ai pas été dans cette situation-là. Mais pour certains coureurs, oui, ça peut faire peur, quoi. Je me souviens d'une rencontre quand j'étais arrivée à l'île de la Réunion, où le monsieur, il était un peu stressé. Il a dit quoi? Non, mais on va courir là, mais t'as vu les montagnes, ça quoi. Il s'était pas préparé à ça et oui, il faut quand même travailler en amont pour justement ne pas être surpris et qu'on sache à quoi on va s'exposer, quoi. Mais la reco, ça peut être juste de la recherche, c'est pas nécessairement aller sur place avant. Bah l'idéal, c'est d'aller sur place, mais quand tu peux pas, bah ouais, juste de la recherche, ça suffit déjà. Okay. On peut se projeter. Moi, j'apprenais les courbes de dénivelé, j'apprenais le nombre de montées, le nombre des ravitaux. Donc en fait, j'avais plein de repères. Donc quand j'avais mon coup de moins bien, je me disais mais t'as déjà fait 10 montées sur 15 ou n'importe, ou plus de la moitié. Donc en fait, les ravitaux c'était pareil. Donc en fait, je savais où j'étais et j'imprimais aussi le profil de la course et je regardais mes repères, et si des fois avec la fatigue j'oubliais un peu, j'avais ma petite anti-sèche pour regarder. Alors maintenant ils proposent d'imprimer, ça dépend des courses, mais d'imprimer carrément sur le bras, ou autrement c'est noté sur le dossard. Et mais moi j'avais commencé avec ma petite anti-sèche, quoi. Ça dépend des courses. Ok. T'as souvent fait la même course plusieurs fois, les grandes courses, je veux dire. Ouais, du coup j'ai fait 3 fois la Diag, parce que là je voulais faire le challenge de gagner la Diag 3 fois de suite, mais ça n'a pas marché la dernière fois. Mais c'est pour ça que j'y suis retournée. Et l'UTMB je l'ai fait 2 fois, parce que la première fois j'ai fait 3 et je me suis dit que j'allais y retourner pour essayer de faire mieux. Et autrement non, j'ai évité de refaire les mêmes courses parce que j'aime bien le renouveau, j'aime bien aller tester d'autres sources, d'autres parcours. Donc j'aime mieux quand ça change. Et est-ce que ça t'est souvent arrivé de retourner sur le lieu de tes exploits, mais juste comme ça, comme touriste, ou est-ce que ça a la même saveur? Est-ce que tu arrives à revivre les émotions a posteriori? Quand j'y vais, non, mais c'est plus plutôt quand j'en parle, des fois j'ai des frissons qui reviennent, je me remets dans les émotions. Le fait d'être sur le bord du chemin, on va dire, là du coup je me projette pas moi, je vis l'instant avec les gens avec qui je suis, et je me remets pas dans ma bulle, mais comme là peut-être tu vois, je me remets dedans, tout ça, là je peux je peux revivre de façon un peu intense ce qui s'est passé à ce moment-là, quoi. Pour les courses, pour les ultras, dans quel cas on se retrouve à faire du bivouac, par exemple, à faire une pause pour essayer de dormir un peu, si c'est possible? Alors en fait, ça dépend de ta vitesse. Moi, j'ai jamais eu besoin de dormir, parce qu'en général, les 170 km, je les fais entre 25 et 30 heures. Donc, on peut courir jusqu'à passer 40 heures sans dormir. Le corps, il sait faire. Si on a une bonne préparation, physiologiquement, c'est possible. Après, il faut penser au sommeil et comment on intègre le sommeil dans tout ça. Et comme moi, mes plus longues courses, c'était une 30aine d'heures. En fait, j'ai jamais eu trop besoin de me poser la question comment j'organise mon sommeil.
Et comme quand j'étais infirmière, j'ai eu quelques années où je travaillais de nuit. En fait, le sommeil, ça n'a jamais été une difficulté pour moi parce que mon cerveau, il savait que nuit, ça voulait pas forcément dire sommeil. Okay. Comme j'avais passé des centaines d'heures au travail. Et ça, je l'ai pas compris tout de suite, où les gens me disaient, comment tu fais pour le sommeil? En fait, pour moi, je fais rien, parce que j'ai pas besoin de le travailler. Mais c'était une ressource que j'avais acquis dans un autre contexte. Et autrement, pour les coureurs qui sont un peu plus lents, oui, c'est ça, qui ont un projet de courir en 40 heures et plus, là, il faut penser à faire des micro-siestes. C'est mieux de les anticiper pour éviter de s'endormir sur le bord du chemin. Et du coup, quand on dort comme ça, souvent on a froid. Il y a aussi des coureurs qui viennent nous réveiller, ça va, alors que toi tu veux juste dormir. Donc le mieux, c'est quand même essayer d'être à l'écoute de son ressenti, de ses besoins, et de se reposer dans les bases de vie. Donc toi, t'as jamais eu d'effort interrompu? Non. Alors j'ai eu cette expérience-là, mais dans un autre contexte. C'était des championnats du monde de raid multisport, où là, pour le coup, on avait dû dormir 15 heures en 7 jours. Et ouais, alors c'est la seule fois où j'ai eu des hallucinations. Aussi, t'as des coureurs qui font des hallucinations. Moi, c'était que sur cet événement-là où en fait l'hallucination, c'est une façon de dormir. En fait, c'est le cerveau qui se protège. Tu rêves éveillé, en fait, mais c'est un mécanisme de protection et de sommeil. Et c'est la seule fois aussi sur cette longue épreuve où j'avais eu des hallucinations. Et là, c'était une course en équipe, donc c'est un petit peu différent. Où en fait, fallait aussi que tout le monde dorme en même temps. Donc c'était ça en fait. On avait un peu anticipé les zones et les moments où on pouvait dormir, et on dormait plutôt sur les bivouacs aussi. Mais les hallucinations, t'avais conscience que t'en avais? Je suppose que non. Tu te rendais compte qu'il se passait un truc? Oui, alors moi j'avais toujours le côté lucide des choses, et moi alors souvent c'est des hallucinations visuelles où en fait le rocher se transforme en sorcière, en crocodile, en ours, quoi. Voilà, c'est plutôt sur les raids aussi, souvent, comme c'est pareil, on se nourrit pas beaucoup, c'est des hallucinations de bouffe, t'as des pizzas qui arrivent et tout ça. Et moi en fait, quand j'avais fait cette expérience de raid multisport, mes enfants étaient petits. Et on était au milieu du Mercantour, donc il y avait rien. Déjà, on n'avait pas de téléphone. Et le téléphone sonnait. Et moi, j'étais là, il n'y a pas de téléphone. Et dans ma tête, je décroche et les enfants me disaient, ah mais maman, tu rentres quand? Et du coup, je dis, c'est quoi ce travail, c'est quoi ce bordel? Mais du coup, j'avais conscience que c'était une hallucination, mais c'était quand même inconfortable. T'avais peur dans ces moments-là? Ça fait peur de se rendre compte qu'on hallucine comme ça? Comme on était en groupe, non, j'avais pas peur parce que j'avais les autres. Mais effectivement, je pense que si on est tout seul au milieu de la pampa et que ça nous arrive, oui, ça doit être un peu inconfortable, et de se dire, du coup, comment je vais finir? Et au final, ça passe, mais faut pas s'affoler, quoi. Alors là, ça va parce que j'ai vu des coureurs aussi qui repartent en sens inverse, en fait, et qui peuvent se mettre en danger. Ils pensent que c'est le chemin et qu'ils vont pas, quoi. Donc, faut faire attention, hein. Faut pas jouer avec ça. Et le mieux, c'est quand même de se reposer et de dormir, ne serait-ce que des micro-siestes de quelques 5-10 minutes pour... En fait, c'est ça, la sieste, soit on fait des toutes petites micro-siestes de 2-3 minutes, soit on fait 20 minutes, donc on prend le temps quand même de se recharger un peu plus, ou soit après on fait carrément un cycle de sommeil, on prend 1h30. Ça dépend de notre objectif de course. Okay. C'est un peu comme le téléphone portable. Soit on fait une micro-charge et du coup de quelques minutes et on gagne un peu de pourcent, soit on fait une charge moyenne de 20 minutes où là on gagne pas mal de pourcent, et si on fait 1h30, là du coup on a le temps de recharger jusqu'à 80% la batterie, quoi. Okay. Ça t'est souvent arrivé d'abandonner une course? Alors ça m'est arrivé. Souvent c'était pour des douleurs où j'avais chuté et puis du coup c'était difficile. Et ça m'est plus arrivé sur ma fin de carrière où ça devenait un peu plus compliqué aussi. C'était un petit peu moins magique. J'avais déjà expérimenté plein de choses et du coup j'avais peut-être plus autant de ressources en fait pour dire allez, non, tu t'es engagé, t'y vas. Et si j'avais chuté et que j'avais un bobo, je me disais bon allez, je m'arrête. Ça m'est arrivé quelques fois, oui. Et il y a un abandon que t'as regretté après? Parce que je pense que c'est
Je pense que c'est Stéphanie Giquel qui a raconté que au moment où elle a rendu son dossard, tout de suite elle l'a regretté et ça l'a hanté pendant des années après. D'ailleurs, c'est Stéphanie Giquel qui a pris mon record de l'ultramarin. Et alors le premier abandon, c'était au Japon, et là c'était très très difficile, mais en vrai non, je pense que c'était sage. Du coup non, j'ai pas eu de regrets, et globalement non, ça m'a jamais au moment où je me décide au final, c'est que c'est la bonne décision en fait. Je la remets pas en cause après. C'est pas pour autant que c'est facile, mais voilà, c'est que c'est plus prudent. Ouais. T'as quel rapport au chrono? Parce que j'imagine que contrairement à quelqu'un qui fait de la piste, le chrono est moins pertinent pour tes épreuves à toi. Ça compte quand même le chrono pour toi? Bah oui, parce que quand je te dis j'étais la première à mettre moins de 20 heures à l'ultramarin, donc ça Oui, compte. ça oui. Après effectivement, ça n'a pas la même importance ou la même portée que sur des courtes distances où c'est vraiment la vitesse qui compte. Mais effectivement, il y a le côté je remporte une course, mais après où je me situe par rapport aux autres des autres années, avant, après, bon, ce qui est un peu erroné, puisqu'en fait sur un trail le parcours n'est pas tout à fait le même, les conditions peuvent être différentes et tout. Mais j'aime bien quand même regarder et comparer, m'assurer que ma performance est une belle performance. Ok. Mais c'est plutôt a posteriori au final. D'accord. Professionnellement, tu disais donc t'es infirmière, t'avais un aménagement de travail, t'as dit 70%, c'est ça? Oui. T'as toujours eu besoin de ton job d'infirmière financièrement, je suppose, parce que je sais pas si t'as beaucoup gagné d'argent grâce au sport. Alors j'ai eu de l'argent, mais qui me servait à financer mes courses, à m'équiper, quoi. L'argent me permettait pas de vivre de mon sport, en fait. C'était pour budgéter mon sport. Donc moi je le dis en disant j'ai eu la chance parce qu'en fait mon loisir ne m'a rien coûté. J'ai toujours c'était un loisir gratuit, mais à cette époque-là j'étais un peu précurseur et c'était pas possible de vivre grâce au sport. Ouais. C'est pour ça que j'ai continué à travailler, et en même temps j'avais besoin que ce soit un loisir, puisqu'en fait au bout de quelques années j'ai arrêté mon travail de cadre de santé et j'ai tenté l'expérience de coach. En quelque sorte mon loisir devenait mon travail. Et au final, ça enlevait de la saveur. C'était différent parce que je me disais que j'avais un devoir de performance et de réussite, puisque j'avais plus que ça à faire en gros tous les jours, et du coaching à côté. Et c'était plus confortable mentalement d'avoir une part de travail d'infirmière que j'ai toujours apprécié, ou de cadre de santé, et d'avoir ma part de loisir à côté où je pouvais me dépenser largement. Je pense que c'est plus en adéquation avec ma représentation que j'ai du travail et du sport. Donc finalement, ça t'aurait pas plu d'être athlète 100% du temps et de... C'est sûr que ça fait rêver, mais au final, je suis pas sûre que ça réponde à mon schéma mental. Mais ça fait rêver, je ne dis pas le contraire. Et dans quel domaine ta formation d'infirmière t'a aidé pour le sport? Alors, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, dans le sens où, en étant infirmière, pour le coup, on a une vision globale de l'être humain. Donc, comprendre que le mental et le physique, ils sont forcément associés, et peut-être que quand on a une douleur, c'est peut-être pas du physique, mais c'est parce qu'il y a un problème mental. Ça, je l'ai acquis très très vite, et je l'ai compris très rapidement. Et puis aussi quand je sentais des douleurs ou quand j'avais un petit souci, pareil, ne pas considérer que c'était une fatalité, c'était comprendre pourquoi ça arrivait, qu'est-ce qui s'était passé, pour éviter que ça se reproduise. Donc c'était grâce à ma bonne connaissance, je vais dire, du corps humain et des capacités qu'on a, ça m'a permis de bien gérer des situations qui auraient pu être bloquantes si j'avais pas eu ces connaissances-là. Et en termes de, entre guillemets, bobologie, ça t'a jamais aidé? Sur le traitement des ampoules, par exemple. Donc oui, ça m'a aidé. Après, non, pas trop. C'était plus de l'hygiène de vie, tout ce qui était massage, automassage. Mais bon, ça, on peut tous l'acquérir, quoi. Mais non, je dirais pas trop. C'était vraiment plus sur l'anticipation et
et la vision globale en fait du sport et des capacités du corps humain. Je reviens aux ampoules parce que c'est pas la première fois que tu parles d'elles. Ça a été un problème récurrent parce que j'imagine que quand on fait des distances pareilles, c'est difficile d'y échapper. C'est ça. Ouais. Alors il y a bien des mécanismes des techniques pour renforcer la peau des pieds quoi. Mais bon quand tu cours 160 bornes forcément qu'il y a un moment où ça frotte et où il y a des ampoules. Donc faut faire avec et moi ce que je faisais aussi c'est que je faisais des changements de chaussures en changement de modèle de chaussures pour déjà j'enlevais mes chaussures, je nettoyais vite fait mes pieds, je remettais de la crème anti-frottement, je repartais à neuf en fait, je changeais de chaussettes et je changeais de modèle de chaussures pour que les zones de frottement soient différentes, que ce soit pas toujours au même endroit et puis qui récupérait un peu d'amorti aussi parce qu'au bout de 60 bornes déjà la chaussure elle est un petit peu encaissée quoi. Donc j'avais mes petites techniques comme ça oui pour faire face et puis je pense qu'au bout d'un moment on perd un peu de sensibilité qu'on se dit c'est bon je sais que ça va aller je vais gérer comme aussi apprendre ah oui ça peut être percer les ongles noirs avec l'aiguille pour faire sortir le sang pour éviter que ça bluisse et que ce soit douloureux trop longtemps. En fait, le lendemain d'un ultra, je faisais ça pour que mes pieds récupèrent plus vite aussi. Et ça, je pense que c'est une petite aide quand même d'être infirmière pour faire ça. Oui. Oui. Tu partais avec combien de paires de chaussures du coup sur les gros efforts? En général, je faisais 2 changements de paires de chaussures. Donc, je partais avec une et je faisais 2 changements pendant la course. Ok. Et du coup, ça, c'était mon conjoint qui me les amenait au ravito. D'accord. Je les avais pas dans mon sac à dos. Ok. T'avais quoi dans ton sac en général? Le minimum pour être le plus léger possible, tout le matériel obligatoire, et puis un peu de nourriture et de l'eau, forcément. Ouais, c'est ça. Mais en général, c'était le minimum, optimisé au maximum. C'est quoi le matériel obligatoire, si je peux oser poser la question? Matériel obligatoire. Alors ça dépend des courses. Chaque organisation a sa liste de matériel obligatoire, mais dans les grandes lignes, c'est une lampe frontale de rechange, une couverture de survie. Ça peut être un minimum de volume d'eau pour être sûr que les gens s'hydratent suffisamment. Ça peut être un pantalon pour pouvoir se couvrir. Une veste pareil respirante mais Gore-Tex on va dire pour pouvoir te protéger, ça peut être un bonnet quoi, voilà, chaque course va mettre son matériel obligatoire, mais ça c'est plutôt dans les grandes constantes en fait. Ok. Il y a des règles en termes de ce qui est possible au ravito quand t'as quelqu'un qui t'accompagne, oui. Il y a des contrôles? Oui. T'as des zones où tu peux pas te faire ravitailler où t'as envie pendant la course. Donc c'est forcément à proximité de la zone de ravitaillement de l'organisation. Il faut que ce soit suffisamment proche de la zone, quoi. Faut pas que ce soit trop loin. Donc oui, t'as des règles à respecter. Par exemple, sur l'UTMB, ils sont il y a des règles sérieuses où en fait tu peux, comme le coureur il a un suivi, il a une puce avec un suivi, on sait qu'il va arriver dans 10 minutes. Donc du coup, il y a quelqu'un qui contrôle et qui laisse rentrer les gens parce que le coureur va bientôt arriver. Et du coup, ça évite d'avoir trop de gens dans la zone et que ce soit plus fluide. C'est bien organisé, ouais. Ok. T'as senti qu'au fil de ta carrière, il y avait des choses qui évoluaient? En termes de technologie, en termes de réglementation, en termes de... Je me posais aussi la question de l'évolution de l'environnement, peut-être l'impact du réchauffement climatique. Est-ce que c'est des choses que tu as vues? Qu'est-ce que tu as constaté comme évolution au fil des années? J'ai constaté qu'il y avait de plus en plus de coureurs, quand même. Et du coup, des organisations qui grossissent. Donc, effectivement, quelque part... on fait moi je fais ce sport pour être en nature, mais est-ce bien pour la nature quoi? Ça c'est des vraies questions que je me suis posées. Et quand je prends l'avion pour aller à La Réunion, il y a quand même le coût carbone quoi. Donc ça c'est quand même des questions auxquelles j'ai réfléchi. Et puis bon, maintenant il y a quand même pour parler de l'organisation de l'UTMB qui est la plus connue, un gros business un peu derrière quoi. Et là du coup moi ça s'éloigne de mes valeurs du sport quoi. Je fais déjà du sport pour moi-même, pour mon plaisir, pour aller chercher mes limites, et là on impose aux coureurs d'aller
faire des courses pour aller gagner des Rolling Stones pour après pouvoir s'inscrire à l'UTMB, quoi. Ce côté financier me dérange un peu. Mais après, c'est un peu l'évolution de beaucoup de systèmes, et dès qu'on met de l'argent, bah voilà. Et en termes technologiques? Alors oui, les chaussures ont beaucoup évolué, les sacs aussi, quoi. Il y a des nouveaux matériaux, les bâtons, ouais, il y a eu des belles évolutions, et puis les produits sont jolis, quoi. Ça fait, on a envie de s'équiper pour être joli et bien courir. Ouais, non, c'est chouette, ça, c'est bien. Ouais. Les vestes aussi qui sont de plus en plus performantes, donc qui nous permettent d'être protégés de la pluie, mais que ce soit quand même respirant. Du coup, ouais, non, c'est bien, c'est bien. Je sais que tu as aussi à cœur de transmettre. On va parler juste après du dernier livre que tu as écrit. Comment ça se traduit, ton envie de transmettre? Je sais que tu fais des conférences, tu vas dans des entreprises. Oui, c'est ça. Quand je suis invitée, du coup, je fais des conférences dans les entreprises pour faire le lien entre tous les outils que j'ai pu mettre en place, moi, pour performer dans le sport. En fait, on peut les transposer au monde du travail. Donc, c'est en fait transmettre des connaissances avec l'illustration du sport. J'aime bien aussi courir dans des clubs, dans des groupes de coureurs. Là, ce matin, j'étais invitée avec un petit groupe de coureurs. Voilà, on a fait un petit run. Je prends les opportunités qui se présentent et je les honore d'une façon générale, quoi. Et puis effectivement, il y a eu cette possibilité d'écrire un livre. Donc là, du coup, c'est une vraie transmission de savoir. Et j'ai essayé d'y mettre tous les ingrédients qui sont importants pour courir, que ce soit du physique, du mental, de l'hygiène de vie, quoi. Il faut pas croire que pour réussir en course, il suffit de mettre des baskets et de courir. Il y a plein de choses à travailler, en fait. Et c'est ce que j'ai mis dans ce livre. Et je suis assez fière aussi de cette possibilité-là, puisqu'en fait, j'étais allée faire une conférence à Paris. Et dans la salle, il y avait des gens des éditions Vuibert. Et quand ils ont entendu brièvement mon parcours non sportive et commencer la course à 40 ans et en quelques années avoir des titres mondiaux, ils ont dit, ah, mais cette dame-là, elle a forcément des choses à transmettre. Et j'ai saisi l'opportunité, parce que moi-même de mon côté, j'avais imaginé à un moment peut-être écrire un livre, sauf que j'ai pas le don de dilution. Donc en 10 pages, j'avais raconté toutes mes courses et tout ce que j'avais fait. Et là, en fait, en me centrant sur tout ce qu'il faut travailler, tous les points d'attention quand on fait de la course, j'ai pu en faire un livre de presque 200 pages. Donc c'est pas mal. Tout en y mettant quand même 2 mois. Donc en fait, le livre est construit de textes général sur un sujet. Après, il y a moi, mon expérience perso, donc comment je pratique sur ce sujet-là. Et après, on a fait intervenir les gens qui m'ont accompagné, donc que ce soit Philippe Propage, le sectionneur d'équipe de France qui a été mon entraîneur, Michel Ritz qui est le médecin rééducateur que j'ai rencontré, qui m'a fait comprendre qu'il fallait que je prenne soin de moi, quelqu'un sur le sommeil, ma sophrologue, la diététicienne, quoi. Du coup, ça fait une vision assez complète autour de la course à pied. Donc ton livre, il s'appelle Courir, se lancer, progresser, atteindre ses objectifs. Il s'adresse à qui, ce livre? À quel type de lecteur t'as pensé quand tu l'as écrit? Les débutants, parce que c'est commencer. Donc il y a une partie plutôt orientée débutants, et après tout à chacun, puisqu'en fait comme c'est tous les ingrédients qu'on a besoin de travailler pour courir, même un coureur d'un bon niveau, il peut venir chercher des ressources avec la sophro, avec les étirements, avec le renfo. Donc c'est un livre un peu général pour tous les coureurs. Quelle que soit la distance? Oui. C'est pas spécifique pour l'ultra. D'accord. Oui, sinon t'aurais pas forcément beaucoup de public cible. C'est ça. Vous êtes pas très nombreux. Non, c'est même plutôt comme bien sûr que j'aborde l'ultra, parce que Nathalie Mauclair, c'est quand même associé à ultra. Mais je dirais un coureur moyen, c'est un coureur moyen en fait. Comme il y a plein de choses qui sont dedans, c'est à chacun de venir chercher les ingrédients dont il a besoin. Sans spoiler le livre, est-ce qu'il y a un enseignement particulier dont tu aimerais parler, quelque chose d'utile, en donnant juste un? On va pas spoiler tout le livre. Après, les gens qui voudront savoir le reste, ils devront acheter le livre. Est-ce qu'il y a une chose en particulier dont tu pourrais nous parler? De la motivation à se lancer ou à entretenir les entraînements, avec la fixation d'objectifs et le fait de se mettre
de se dire peut-être là au 1er janvier, allez, j'essaie de me remettre en forme et je décide d'aller courir. Et en fait, le premier réflexe que l'être humain a, c'est allez, je vais courir tous les jours et je me fixe des objectifs grands comme ça. Alors qu'en fait non, pour bien démarrer, vaut mieux démarrer petit, peut-être sortir que 2 fois par semaine. Et puis si tout se passe bien, on pourra en mettre une 3e. Et tenir longtemps, et plutôt que de se dire allez, je fais ça tous les jours, en mettre trop et puis au final pas tenir et abandonner au bout d'un mois. Oui. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il faut, c'est un des points qui est bien détaillé à l'intérieur du livre. On sent en t'écoutant, et je m'en étais rendu compte en t'écoutant ailleurs avant cette conversation, que t'as conscience de l'importance du mental. T'as parlé sophrologie, t'as parlé hypnose. Tu dirais que t'as une philosophie particulière en termes de préparation mentale? Alors en fait, j'ai fait de la préparation mentale sans savoir que je faisais de la préparation mentale, parce que je l'ai fait de façon autodidacte. Et quand j'ai souhaité devenir coach, en fait, j'ai fait un DU en préparation mentale. Et ça m'a permis de me rendre compte que j'avais déjà bossé plein de sujets de façon autonome et que c'était bien ce que je faisais, de la préparation mentale. Ma philosophie, c'est toujours en fait aller chercher des outils, des moyens d'aller plus loin et d'atteindre l'objectif que je me suis donné. Et aussi, j'ai découvert ça en fait assez rapidement quand j'avais fait l'Éco-Trail de Paris. C'était en 2012, où ma tête, elle m'avait dit faut que tu gagnes, t'as fait une grosse prépa, faut que t'ailles chercher la victoire et tout ça. Et du coup, je pense que physiquement, j'étais la meilleure, mais comme ma tête et mon physique étaient pas bien alignés, j'ai échoué et j'ai fini 2e. Et bon, c'est très bien 2e, mais sauf que c'était pas mon projet. Et c'est là où j'ai commencé la sophro et j'ai compris qu'en fait, il fallait travailler en harmonie tête et mentale et être plus relâché. Et après, en fait, les courses que je voulais réussir, en fait, fallait pas que je me voie première. Si je me voyais première, en général, j'y arrivais pas. Alors que si je me mettais un objectif un peu plus large, être sur le podium, top 5, en fait, je m'enlevais de la pression à moi-même et je réussissais mieux. Et ça, c'est la sophro qui m'a permis de le découvrir. Et c'est en jouant avec ça que j'ai réussi à performer et avec le discours interne, tout ce que j'ai pu, ce dont j'ai pu déjà parler précédemment. Et ça s'est fait assez naturellement en fait pour moi. Ok. Je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Ce que j'aime le plus dans l'athlé, c'est que c'est un sport universel. Là, je parle de l'athlé vraiment au sens large. Qu'est-ce que toi t'aimes le plus dans l'athlé? Le dépassement de soi. Ok. Est-ce que le sport t'a appris des choses qui te servent dans la vie en général en dehors du sport? Beaucoup sur la prise de recul, sur l'acceptation des choses en fait, parce qu'en fait on a beaucoup parlé sur mes résultats, comment j'ai réussi, mais après ce dont on parle le moins, c'est comment ça se passe quand ça va moins bien, quand oui. Tu deviens moins performante. et ça a été une vraie leçon de vie en fait. Et je pense que j'ai peut-être même plus grandi et appris à ce moment-là que pendant que j'étais dans la période d'ascension. Et du coup, grâce à ça, ça m'a apporté plus de sérénité dans la vie, accepter les choses comme elles se présentent, tout en sachant que j'ai encore de la ressource et que si vraiment je veux quelque chose, je sais ce qu'il faut mettre en œuvre ou je trouverai les ressources pour mettre en œuvre. Mais en même temps, si ça se passe pas, c'est pas si grave et j'ai déjà fait de belles choses, quoi. Mais j'ai appris plein de choses et je me sens grandie de toutes ces expériences, de tout ce que j'ai pu traverser. Tu dirais que ta motivation, elle était intrinsèque ou extrinsèque? C'était quoi ton moteur? Je dirais plutôt intrinsèque. Alors en fait c'est un peu ambivalent. Il y a un peu des deux. Okay. Intrinsèque parce que j'adorais aller chercher mes limites, me dépasser et aller chercher le maximum de mon potentiel. Et en fait il y avait une telle communion avec mon conjoint qu'en fait la motivation extrinsèque c'était aussi celle-là en fait, c'était qu'on puisse vivre des choses incroyables tous ensemble et à se retrouver après et être heureux. Donc il y avait des deux. Ok. Pour préparer l'interview, j'ai regardé le TED Talk que tu as fait il y a quelques années.
Et tu cites deux citations. Tu dis que c'est des citations qui te parlent beaucoup. La première, c'est celle de Mark Twain, qui a dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Pourquoi elle te parle, cette citation? Parce que tu n'avais pas conscience quand tu t'es lancé de ce dans quoi tu t'embarquais? Ouais, complètement. Et puis et habiter en Sarthe, quoi. Habiter en Sarthe et aller remporter des courses avec 11 000 mètres de dénivelé. Et j'aurais pu, déjà rien qu'en regardant le profil de la course, m'arrêter là, en disant bah non, c'est pas pour moi, quoi. C'est pas possible. Et en fait, je me suis ça m'a même pas traversé l'esprit. Donc comme je me suis pas mis de barrière limitante, et j'ai réussi à le faire. Donc ouais, cette citation elle me parle vraiment. Et l'autre, c'est celle de Forrest Gump. La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on sait jamais sur quoi on va tomber. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la course à pied, c'est un chocolat sur lequel tu t'attendais pas à tomber, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai saisi le chocolat que mon ami m'a tendu et c'était juste magique. Il y a eu d'autres surprises, d'autres choses dans le sport de haut niveau. Une fois que tu étais dans le sport de haut niveau, est-ce que tu as eu d'autres surprises, d'autres choses auxquelles tu t'attendais pas? Peut-être alors le trail c'est pas une discipline qui est très reconnue à l'intérieur de l'athlète et encore moins à cette période-là. Et en fait moi j'avais vu que dans les magazines que quand tu remportais les championnats du monde, tu avais du temps détaché, tu pouvais justement moins travailler tout ça. Et au premier championnat du monde, du coup je contacte la ligue des Pays de la Loire et on me dit non mais madame déjà l'athlète ça fait c'est pas un sport olympique donc du coup il y a rien pour vous et vous avez 40 ans, vous avez un boulot, du coup non, le dispositif c'est pour accompagner les étudiants et donc là ouais, je suis un peu tombée de haut en me disant waouh, je consacre 20 heures par semaine pour mon sport, je cours pour l'équipe de France et au final il y a rien. Bon, OK, quoi, c'était un petit peu difficile. Ouais, j'étais un peu surprise et après j'ai fait avec et je me suis dit bon, en vrai, c'est peut-être que j'ai pas besoin de ça et je saurais faire autrement. Mais j'étais un peu refroidie effectivement. Ouais. Bon, j'espère que ça a évolué depuis. Mais j'ai mal compris ou ils t'ont dit que l'athlète c'était pas un sport olympique, c'est ça qu'ils t'ont dit? Ah pardon, le trail était pas. Ah oui, pardon, j'ai peut-être Okay. Je sais pas ce que j'ai dit du coup, que le trail était pas un sport olympique et que pour le coup ça donnait aucun droit. OK. À quoi ressemble ta pratique sportive maintenant? Alors comme en vrai j'ai un peu moins de plaisir à courir parce que je pense que j'en ai tellement fait et que maintenant je peux plus trop me challenger parce que il y a l'âge physiologique qui est là. Du coup j'ai basculé davantage sur le triathlon en faisant d'autres disciplines en fait, en gardant le plaisir de pratiquer et je suis très fière parce que je nage comme un caillou mais j'ai progressé. Le caillou s'est allongé un peu. donc voilà, au moins j'ai un sport où je peux progresser et voilà, avoir l'impression d'acquérir de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes et de progresser. Après je le fais pas pour aller faire un podium mais je le fais pour mon plaisir et donc l'année dernière j'ai fait un triathlon longue distance et ce que j'ai aimé surtout aussi c'était être longtemps en effort. En vrai, c'est ce que j'aimais bien mais maintenant je m'autorise plus à courir pendant 9 heures parce que il y a beaucoup de chocs et bon c'est devenu un peu compliqué. Alors que là être 9 heures sur un triathlon, j'ai adoré quoi et du coup c'est mon nouveau projet pour cette année aussi. À partir de quand t'as senti que physiquement ça devenait plus compliqué, que tu prenais moins de plaisir? Tout ça, c'est arrivé au début de la cinquantaine quand même. Donc okay. Après, je me suis dit je vais arrêter les longues distances et je vais basculer sur du marathon. Mais j'ai pas retrouvé le même plaisir que ce que j'avais eu au début et puis en plus c'est chronométré donc si maintenant je fais un marathon 3h30 je me dis c'est un peu nul parce qu'avant tu le faisais en 2h49 donc c'est pas très gratifiant. Donc ça j'ai fait ça quelques années et puis après je me suis dit je vais commencer à nager, je vais essayer de faire autre chose. Et là au moins j'ai pas de repère, je viens, je fais ma journée de sport, je vais dire, tout en gardant comme c'est un projet ambitieux. Ce sont des longues distances, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse une bonne prépa, quoi. J'arrive pas là les mains dans les poches, mais ce qui est intéressant dans ces longues compétitions, c'est surtout aussi la préparation, c'est le plaisir à aller se préparer, à faire les séances au fur et à mesure des semaines, de sentir qu'on progresse. Et la compétition, en quelque sorte, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est le jour, c'est le D-Day. Ouais. Oui, puis c'est important de prendre du plaisir dans la préparation parce que c'est là où on passe plus de temps. Ouais, c'est sûr. Avant de terminer l'épisode, je m'excuse auprès des auditeurs et auprès de toi. J'ai conscience que je suis beaucoup moins connaisseuse de l'ultra
et du trail, etc. Moi, je travaille pour des compètes d'athlètes sur piste. Donc, je sais pas si mes questions étaient toujours très, très pertinentes. Ça fait partie de l'athlète, mais j'ai conscience que moi, je m'y connais moins. Donc, j'espère que mes questions étaient pas trop bêtes. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a un sujet que tu penses qu'on aurait dû aborder? Est-ce que tu as un message pour les gens qui écoutent? Le côté féminin du trail, surtout longue distance, puisque là, il y a de plus en plus de gens qui courent et on va trouver une certaine homogénéité sur des 10 jusqu'à 20 kilomètres. Mais sur les ultras, on a du mal quand même à avoir beaucoup de compétitrices et de femmes au départ, quoi. Et je pense qu'il y a un gros travail sociétal, donc c'est en cours, mais c'est s'autoriser à aller s'entraîner, à s'inscrire sur ce type d'épreuve avec effectivement tout le temps de préparation que ça nécessite. Et j'encourage vivement les femmes à s'autoriser à faire et c'est possible et elles se sentiront vraiment grandies de s'être lancé ce challenge et elles découvriront plein de ressources qu'elles ont pas conscience, quoi. Donc non, c'est un vrai beau sport et une de mes fiertés aussi, c'est que on court tous ensemble, quoi. Au départ, il y a aussi bien les hommes que les femmes, il y a autant de montées, on nous enlève pas. Donc du coup, c'est une vraie compète homogène, quoi. J'ai envie de dire, on est tous logés à la même enseigne, le sac à dos, le matos obligatoire, quoi. À chacun de faire comme il veut, comme il peut. Mais c'est une vraie source d'épanouissement et j'encourage vraiment à ce que les femmes elles s'y aillent. En plus, on sait que plus la distance est longue, moins il y a de différence entre les hommes et les femmes en termes en pourcentage de... Et physiologiquement, en fait, on est plus endurante. Donc du coup, on tient mieux plus longtemps. Il y a moins d'abandon chez les femmes. Et aussi, les hommes ont tendance à partir un peu vite. Et du coup, ils sont assez vite cramés et peut-être un peu plus d'abandon ou ils vont moins vite. Alors que la femme, elle est plus régulière tout le long de la course, quoi. Une dernière chose que tu veux ajouter? Non, c'est bon. Merci. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour ta bonne humeur. On sent que t'es contente de transmettre et ça fait plaisir. Merci Mathilde. Je suis très très contente que tu m'aies sollicité. J'ai passé moi aussi un bon moment et peut-être à une prochaine. Si un jour je te croise, je te vois quelque part, je viendrai te dire bonjour. Ça marche. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains. Mettez 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute et parlez du podcast autour de vous. Vous pouvez aussi soutenir Athlètes Mondiaux via Tipeee. Tous vos dons, quel que soit leur montant, contribuent aux prochains épisodes. Je vous mets le lien dans les notes. Merci et à très vite pour un nouvel épisode.